Mais donc voilà pour les affiches de la semaine. Et donc, on peut passer à notre partie focus. Vous le savez, soit un thème libre, soit un scouting, soit une stat de la semaine. Et aujourd'hui, on voulait profiter d'avoir Constant sur l'hebdo, un peu exceptionnel. Constant, fan de Casey, et tu voulais notamment nous parler, on va pouvoir discuter un peu ensemble, de Cason Wallace. Oui, Cason Wallace, j'avais cherché un petit peu des joueurs un peu chouchous que j'aurais pu mettre. Là, il y avait Zion ces derniers temps qui est en train de remonter très fort dans ma cote entre guillemets d'estime, ou en tout cas dans mes classements du DH20. Je me suis dit tiens, on va faire un peu le homer, on va parler un petit peu de Cason Wallace. En plus, c'est un peu raccord avec l'hebdo, puisqu'il a fait son record en carrière la semaine dernière. Alors c'était face aux Memphis Grizzlies, donc bon. Est-ce que c'est valable? Je ne sais pas. NBA encore. Voilà, tout à fait. Cette année, Memphis, c'est plus malheureusement pour Memphis, c'est plus sur l'infirmerie que sur les parquets. Mais toujours est-il, voilà, que je trouve ça intéressant parce que Cason Wallace, c'est un joueur qui a été drafté en 10e place de la draft 2023, qui était un joueur que moi j'appréciais pas particulièrement, en tout cas sur lequel j'étais assez neutre. Il y avait des qualités du côté de Kentucky, encore un guard de Kentucky qui fonctionne bien en NBA, on ne les compte plus à la fin, mais voilà, j'étais assez neutre parce qu'il y avait des qualités offensives, enfin défensives, notamment off-ball, mais j'avais quelques doutes sur le fait que il avait très peu au cerf du côté de Kentucky, sur son adresse, et finalement c'était plein de points sur lesquels il m'a fait mentir, c'est-à-dire que Cason Wallace, alors il y a l'impact défensif qui est très bon, il est un petit peu parfois associé à Lou Dort, mais pas tant que ça finalement. C'est un petit peu le défenseur on-ball de la seconde unit, et puis surtout il y a de l'adresse à 3 points. Alors c'était un petit peu le running gag cette saison, mais c'était un petit peu le PJ Tucker du Thunder cette saison, puisque c'était l'un des joueurs qui avait le plus haut pourcentage à 3 points dans les corners. Et finalement, il est à 42% à 3 points cette saison. Alors on est sur un petit volume, on est sur moins de 3 tentatives. Mais je trouve qu'en attaque, c'est un joueur qui prend ses responsabilités quand il faut. Alors, il y a quelques situations, pas beaucoup de situations, mais quelques situations où il va balle en main, notamment sur des contre-attaques où il va finir près du cercle. Il y a quelques situations où il est capable de faire des bonnes passes. Il y a quelques situations où il est capable de cut. Il y a des situations où c'est souvent lui, les fameuses situations que tu cites parfois dans l'hebdo, les pick and roll guard, où c'est un guard qui pose l'écran. C'est souvent Cason Wallace qui est le poseur d'écran. Donc voilà, je trouve que c'est un joueur assez complet qui colle bien avec la mentalité du Thunder, qui est actif en défense, qui a les mains très actives, qui est capable de provoquer quelques interceptions, qui est capable de faire des deflections, qui colle bien à la mentalité défensive de Casey. Et puis voilà, en attaque, je trouve que c'est un joueur qui fait plus que à quoi je m'attendais. J'avais peur d'un joueur assez discret qui prenait pas trop ses responsabilités. Et finalement, il y a de l'adresse et il y a aucune timidité dans son jeu offensif. Donc voilà, potentiellement avec tous les problématiques que peut poser un Josh Giddey que l'on connaît du côté d'OKC, Cason Wallace, c'est un joueur qui s'inscrit de plus en plus dans le futur du Thunder, et c'est vraiment un ajout supplémentaire qu'OKC n'avait pas l'an dernier, et c'est une des nombreuses raisons qui font qu'il y a un vrai jump dans le niveau du Thunder entre ce qui était proposé sur la saison 2022-2023 et sur cette saison actuelle. Moi, le truc, quand j'ai entendu qu'il était mal utilisé à Kentucky, bon déjà, ça m'a pas surpris, hein, parce que un joueur mal utilisé par John Calipari, bah voilà, ça me choque pas, c'est même la définition même Calipari, hein. Calipari, excellentissime recruteur et puis coach. Donc ça me choquait pas, mais en fait c'est surtout que pour moi, je sais pas ce que t'en penses, mais alors c'est un arrière, mais en fait il a pas du tout le jeu d'un arrière ou d'un meneur au sens où on l'entend un peu classiquement pour moi, et je crois que j'ai déjà fait la comparaison cette saison dans l'hebdo, mais pour moi c'est un peu une sorte de Bruce Brown, tu vois. Le Bruce Brown, peut-être la version des Nets, ou alors la version de Denver, qui est un peu plus polyvalente, qui peut faire un peu des deux, mais pour moi, c'est clairement plus pour l'instant, en tout cas à ce stade de son développement. Certes, il est dans un corps derrière, donc il est relativement petit, mais défensivement, c'est un arrière, ok, mais offensivement, c'est quelqu'un qui va poser des écrans, c'est quelqu'un qui va jouer un peu le rôle de connecteur, qui va aller au rebond offensif, qui a un peu catch and shoot, mais si tu veux, je trouve pas que pour l'instant, on ait trop de création pure, de drive, de pull-up ou quoi que ce soit, et c'est pour ça que je le fais aussi pas mal. J'aime beaucoup le fit avec cette équipe d'OKC et le style de jeu un peu particulier de Mark Daigneault. C'est que pour moi, il rentre totalement là-dedans, sur, comme tu dis, les pick and roll entre petits, les pick and roll inversés, ou ce genre de configuration. Et presque, en fait, le fait que ce soit pas un arrière un peu classique de pull-up ou de drive, bah c'est pas grave, non seulement, première chose, mais surtout, deuxième chose, c'est bien parce que ça s'inscrit bien dans l'identité un peu de cette équipe offensivement. Et puis, en plus, il y a la défense. Oui. Tout à fait. C'est un peu en fait, c'est l'un de ses principaux défauts lorsqu'il est arrivé en provenance de Kentucky, c'était vraiment le fait qu'il y avait peu de création individuelle et que
au niveau de son dribble, c'était pas forcément ça. Et du coup, Mark Daigneault l'a utilisé dans tous les domaines, sauf ces deux domaines-là. Même s'il y a un tout petit peu de pull-up là sur la seconde partie de saison, il a un pull-up à mi-distance qui est pas forcément très apprécié, on va dire, parce que c'est des pull-up un peu à la DeRozan. C'est à 1 mètre, 1 mètre et demi de la ligne à 3 points, donc t'as peut-être envie qu'il recule un petit peu. Et il commence à voir ça, mais effectivement, dans l'utilisation, ça a un espèce de, j'aime pas l'appellation, mais c'est un peu un Suendi connecteur, mais sur un poste de meneur, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Ça. Bah, après, je pense qu'il a quand même le bagage de base, parce que c'est quand même une ancienne star lycéenne, très haut classée. Alors, je vois qu'il était 8e au fameux RCSI, donc le classement, la moyenne de tous les classements de lycéens. Donc, il était quand même très coté, et je pense que il a quand même du dribble, il a quand même du pull-up, etc. Mais pour l'instant, où il n'est pas encore totalement efficace au niveau NBA sur ces qualités-là, bah pour l'instant, il est un peu utilisé en tant que, bah, comme dit, un Bruce Brown, un peu ce profil-là de poseur d'écran, connecteur offensif, comme tu dis, 3&D, et c'est bien, quoi. Et sans doute qu'à terme, parce qu'il sort, encore une fois, il sort pas de nulle part, il a du talent pur à la base, à terme, peut-être, il pourra développer un peu plus, voire même beaucoup plus, et à ce moment-là, aller explorer tout ce qui est pull-up, drive, etc. Mais c'est vrai que je voulais aussi, ça me faisait plaisir qu'on en parle, parce que je pense qu'il y a un peu la question, par rapport au KC, si on élargit un peu au-delà du scouting de Cason Wallace, un peu la question de qui va être le 5e titulaire. Je sais pas toi ce que t'en penses, à quoi vont ressembler un peu les rotations d'OKC, toi qui est fan d'OKC et qui est sur We Are Thunder France évidemment, mais je trouve que, en tout cas pour moi, c'est pas sûr que Josh Giddey soit titulaire en playoff ou ait des énormes temps de jeu, parce qu'il y a le manque de spacing qui est un peu trop grand, enfin manque de spacing et peut-être manque de défense aussi parfois, et je me demande à quel point des Isaiah Joe et des Cason Wallace justement vont pas un peu lui garder du temps de jeu sur certaines séries de playoffs. Ouais, en fait, il y a une autre problématique qui est rentrée en cours, enfin qui est rentrée dans l'équation, on va dire, c'est l'arrivée de Gordon Hayward. Parce que avant l'arrivée de Gordon Hayward, c'était très souvent Cason Wallace qui terminait les matchs. Josh Giddey globalement ne termine quasiment aucun match du côté d'OKC, même si c'est lui le titulaire, c'est vraiment, on est aux alentours de la vingtaine, 20-25 minutes de jeu, un peu plus ces derniers temps parce qu'il y a un léger regain en termes d'adresse, en termes de confiance en attaque de la part de Josh Giddey, mais avant l'arrivée de Gordon Hayward, c'était même très souvent Cason Wallace qui terminait, beaucoup plus qu'Isaiah Joe, et quand il y avait des blessures du côté d'OKC, c'était quand il y avait un blessé, les rares fois où il y avait un blessé du côté d'OKC et qu'il fallait un remplaçant qui prenne le spot de titulaire, c'était Cason Wallace, point barre. Là, avec l'arrivée de Gordon Hayward, c'est Gordon Hayward qui est un petit peu le 6e homme en termes de temps de jeu. Parfois, c'est Gordon Hayward qui vient terminer les matchs. Alors, pas le match face à Dallas, par exemple, où c'est Isaiah Joe, justement, qui termine à la place de Josh Giddey. Mais le match contre Indiana, c'est Gordon Hayward qui termine à la place de Josh Giddey. Et ça, c'est une interrogation que je me pose, c'est que potentiellement, Cason Wallace peut se retrouver avec moins de minutes, et du coup, OKC et Mark Daigneault qui décident de privilégier un peu plus de taille avec Gordon Hayward pour le remplacer Josh Giddey. On verra comment ça va se passer en playoff, ça dépendra peut-être aussi des match-ups, mais ce qui était assez clair, on va dire, avant l'arrivée de Gordon Hayward, et peut-être un peu moins depuis son transfert, où avant son arrivée, je t'aurais dit oui, c'est Cason Wallace qui va terminer. Là où, avec l'arrivée de Gordon Hayward, je suis un peu plus sceptique, en tout cas, je me pose un peu plus la question. Et Ward commence... Qu'est-ce qui reste dans le moteur chez Gordon Hayward alors finalement? Parce qu'on n'a pas parlé aussi, ça. Il a fait quelques matchs à présent, 12 matchs pour l'instant. J'avais l'impression que sur la première partie de saison à Charlotte, il n'y avait plus grand-chose dans le moteur justement. Ouais, il monte un petit peu en régime ces derniers temps. Le match contre Indiana est intéressant. Le problème, c'est que c'est que c'est tout le paradoxe de Gordon Hayward, c'est que il fit pas forcément, en tout cas, il n'est pas complètement inscrit dans l'ADN du Thunder, et il me semble que c'était Bobby Marks qui avait parlé, lorsqu'il avait parlé d'OKC, il avait dit tous les joueurs dans l'effectif du Thunder ont été quasiment draftés par OKC, tous les joueurs de la rotation. Les Lou Dort, Shea arrive après sa saison rookie, les Chet Holmgren, les Jalen Williams, donc ils sont formatés dès leur entrée en NBA dans un cocon, qui est le cocon de Mark Daigneault. Alors que Gordon Hayward, c'est l'un des rares joueurs qui arrive avec une certaine expérience et qui du coup n'est pas forcément modelé comme Mark Daigneault a pu modeler certains joueurs de l'effectif, donc il prend assez peu de 3 points. Il y a quelques tirs en pull-up à mi-distance qui sont des trucs que tu vois jamais.
Et même s'il monte en régime, je trouve qu'il est encore un peu trop passif au niveau de sa sélection de tir. C'est que il y a des situations, notamment contre Indiana, où il a une ligne de drive complètement ouverte et où finalement il va faire un kick-out pour, il me semble que c'est Isaiah Joe dans le corner. Il a un 3 points en fin de match qui est wide open là aussi. Il fait une passe pour Josh Giddey à 3 points en plus. Donc je trouve qu'il est un peu trop passif défensivement. Je le trouve plutôt intéressant. Il apporte un peu de taille et finalement sur quelques situations où il y a des ailiers qui vont essayer de jouer un petit peu dos au panier, je trouve que c'est pas mal, mais assez déçu parce que finalement dans le système de Casey avec quasiment de l'isolation pour Shai Gilgeous-Alexander et tout le reste en 5 out, et ben Gordon Hayward dénote un petit peu dans ce registre-là. Non mais c'est vrai que ça, pour moi la question elle est pas claire et je dis ça en plus sachant que je trouve que Giddey est un peu mieux ces derniers matchs. Bah tu vois, notamment on en parlait déjà ensemble et pour moi le point clé c'est pas forcément à court terme le jump shot chez Josh Giddey, mais le fait de pouvoir utiliser sa taille et d'aller faire de drive au panier, et je trouve que dernièrement il en fait pas mal. Josh Giddey, je trouve qu'il est plutôt pas mal en ce moment sur ce côté. Bah, j'ai pas de jump shot mais je vais au panier au moins et j'ai ça. Après, voilà, on sait que sur des gros match-up, ça m'étonnerait pas que Giddey et son manque de spacing passent un peu à la trappe, quoi. On l'a vu contre, je crois que c'était les Clippers qu'on a vu en retour de All-Star Break, ou des gros matchs comme ça, où c'est Isaiah Joe qui démarre à la deuxième mi-temps. Je pense que Casey Nolas va aussi être dans le mix, potentiellement Hayward, comme tu dis, aussi s'il y a encore, il y a encore un peu de jus dans le moteur, on va dire. Mais voilà, je sais pas. Josh Giddey, je sais aussi que toi, tu t'es plutôt de l'avis de potentiellement même, pourquoi pas tourner la page l'été prochain, éventuellement s'il y a une potentialité de trade en fait. Oui, bah, malheureusement, j'ai envie de dire, parce que voilà, quand on avait fait l'épisode sur Baby Thunder, j'étais plutôt très positif sur Josh Giddey et je continue de penser que c'est un joueur de qualité dans un effectif NBA. Alors peut-être pas dans un effectif NBA très compétitif, mais il y a un joueur NBA en Josh Giddey. C'est juste que au niveau de la construction du roster de KC, quand tu partages le backcourt avec Shai Gilgeous-Alexander, qui est un joueur qui a besoin de lignes pour drive, enfin qui a besoin d'espace pour driver, et bah forcément les défenses vont préférer un peu pas forcément du niveau de Zion ou du niveau de Giannis, mais construire un peu un mur vis-à-vis de Shai Gilgeous-Alexander pour l'empêcher de driver, sachant que OKC même est toujours cette année l'équipe qui drive le plus, donc globalement les drives de Jalen Williams aussi sont bouchés. Donc même si Josh Giddey, je suis d'accord avec toi, il retrouve un petit peu d'agressivité, il retrouve un petit peu de toucher aussi. C'est beaucoup ce qui lui a manqué sur la saison, c'est-à-dire qu'il prend globalement les mêmes tirs depuis quelques semaines que ce qu'il a pris depuis le début de saison, mais il avait vraiment un manque de toucher assez flagrant. Là, il le retrouve un petit peu, mais ce qui m'inquiète, c'est que ce qu'apporte Josh Giddey offensivement ne suffit pas à compenser toutes les situations où il n'a pas la balle et où son manque de spacing bloque l'attaque du Thunder. Donc sur ça, je suis un peu plus sceptique. Et moi, je parlerai d'un autre point parce qu'on critique souvent Josh Giddey pour le fait que les équipes utilisent souvent leur pivot pour le mettre sur Josh Giddey et du coup pour ne pas du tout le considérer en attaque et pour faire un petit peu de roamer. Mais il y a aussi un revers de la médaille, c'est que souvent les équipes adverses mettent leur ailier sur Chet Holmgren, notamment les Wolves par exemple, qui ont souvent utilisé Jaden McDaniels en défense sur Chet et où je trouve que lui n'arrive pas à punir ces match-up-là et où je pense que Josh Giddey c'est un petit peu de paratonnerre aussi au fait que Chet, pour l'instant, soit pas encore capable de punir le fait d'avoir un joueur plus petit sur lui, potentiellement sur du post-up ou sur des situations de pick and roll, ou en tout cas, voilà, je trouve que ok, il y a Josh Giddey et son manque de spacing et le fait que OKC attaque souvent à 4 contre 5, mais de l'autre côté, il y a le fait que Chet me frustre un petit peu sur le fait que t'as un ailier, essaye de l'enfoncer au poste, ou en tout cas, essayer de faire en sorte que l'attaque implique un peu plus cet ailier via la relation que tu peux avoir avec Chet. Ouais, je suis assez d'accord. Je pense que... Alors moi, je suis toujours très chaud sur Josh Giddey, mais sans doute que la vitesse de développement du projet Thunder et de la compétitivité est allée plus vite que son propre développement, et que peut-être qu'aujourd'hui OKC qui clairement est dans les premiers à l'ouest et vise les playoffs, faire un round de playoffs, il n'y a plus le temps aujourd'hui d'accepter certains compromis de développement de Josh Giddey, je pense. Donc effectivement, ça ne me surprendrait pas qu'il joue moins sur les playoffs. D'ailleurs, il joue moins déjà que l'an dernier en saison régulière, mais ça ne m'étonnerait pas qu'il joue moins en playoff et que potentiellement un trade l'été prochain, on suivra tout ça pour Josh Giddey et pour OKC donc.
Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.